C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la délégation conjointe entre la CEDEAO et l'ONU s'est rendue ce lundi à Ouagadougou, Burkina Faso. Objectif, l'évaluation de la situation politique dans le pays après le coup d'État. La délégation s'est également entretenue avec le président renversé Roch Kaboré. La correspondance dans ce journal. L'escalade entre Paris et Bamako, l'ambassadeur de France au Mali a été expulsé ce lundi. La France prend note et exprime sa solidarité avec les autres pays européens présents au Mali et s'engage à poursuivre la lutte antiterroriste dans la région. Et à la fin de cette édition, nous irons à Madagascar. Notre correspondante Gaëlle Borgia nous parlera de la répression croissante à l'encontre des opposants et lanceurs d'alerte. L'un d'entre eux a été condamné aujourd'hui. Les détails à suivre. Au Burkina Faso, la junte militaire a rétabli la constitution du pays. Elle était suspendue depuis sa prise de pouvoir il y a une semaine. Par ailleurs, les militaires ont modifié les institutions en attendant la mise en place d'organes de transition. Et justement, une délégation, je vous le disais en titre, une délégation internationale composée de représentants de la CEDEAO et des Nations Unies s'est rendue ce lundi à Ouagadougou. Objectif, évaluer la situation dans le pays après le coup d'État. Des membres de cette délégation ont pu s'entretenir avec le président renversé Roch Kaboré. Écoutez. Nous rencontrons le président officiel, le président Roch Kaboré, puisque les militaires ont accepté. Nous avons eu une courte réunion avec lui. Il est de bonne humeur, il a l'air bien. Il a accès à ses médecins et il est autorisé à recevoir la visite de sa famille. Et on part tout de suite à Ouagadougou, retrouver notre correspondant Khalidou Si. Khalidou, bonsoir. La délégation CEDEAO-ONU vient de quitter le pays. Comment s'est passée la rencontre avec les militaires ? Comme vous l'avez montré, l'information principale est qu'une partie de la délégation ministérielle de la CEDEAO, conduite par Shirley Ayokor Botchwe, ministre ghanéenne des Affaires étrangères, a pu rendre visite à l'ex-président Kaboré dans sa résidence surveillée, a signalé également la présence de Mahamat Saleh Anadif, le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel, car c'est une mission conjointe CEDEAO-Nations Unies. Selon leur dire, les discussions avec le MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, avec à sa tête le colonel Damiba, ont été très franches. Le pouvoir militaire semblait très ouvert et pour la délégation ministérielle de la CEDEAO, c'est plutôt un bon signe. À noter qu'une semaine après avoir été suspendue, la Constitution de 1991 est rétablie. C'était une exigence de la communauté ouest-africaine lors de son sommet de vendredi. Et cette annonce tombe justement le jour où une délégation ministérielle de la CEDEAO est à Ouagadougou, dans un message lu au journal de la télévision publique ce midi. Revenons sur la rencontre du jour et rappelons surtout que samedi, une délégation de 7 chefs d'état-major de la CEDEAO, dirigée par le chef d'état-major du Ghana, était venue à Ouagadougou pour s'enquérir de la situation sécuritaire, car justement l'argument sécuritaire, c'est un argument qui a été invoqué par la junte comme motif principal pour renverser le président Kaboré, un coup d'État qui a très largement été soutenu par la population, je le rappelle, et même si la CEDEAO a très logiquement condamné ce putsch, d'aucuns se demandent si elle n'aurait pas intérêt à amorcer un dialogue pragmatique et constructif avec le MPSR, alors que beaucoup d'organisations de la société civile reprochent à l'instance ouest-africaine de ne pas être assez aux côtés des peuples et réclament une CEDEAO des peuples. Revenons à la mission du jour, dont l'objectif était d'évaluer la situation politique du pays, d'entamer des discussions et d'évoquer un calendrier pour un retour à l'ordre constitutionnel. Toutefois, aucune annonce n'a été faite, il s'agissait simplement de consultations. Si décision il y a, ce sera peut-être jeudi 3 février à Accra, capitale du Ghana, pour le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Et on reviendra bien évidemment sur cette information et sur cet événement avec vous, Khalidou Si, notre correspondant à Ouagadougou. La France a pris note de l'expulsion de son ambassadeur au Mali. Les tensions entre Paris et Bamako semblent avoir atteint des sommets. Après l'escalade verbale, c'est au tour des réponses diplomatiques. Retour sur ces tensions avec Antoine Mariotti et Inès Olagaray. La situation ne peut pas perdurer. C'est Jean-Yves Le Drian qui en faisait le constat il y a quelques jours.
Les Maliens lui ont emboîté le pas et concrétisé un peu plus ce divorce progressif entre Paris et Bamako. L'ultimatum a été annoncé sur la télévision d'État malienne. En janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Le diplomate Joël Meyer va donc devoir entrer à Paris dans les 3 jours. Bamako affirme que cette décision est la réponse directe aux propos hostiles tenus par le ministre français des Affaires étrangères. Il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian condamnait le retrait forcé du contingent danois sur ordre des autorités locales et s'en prenait vertement à la junte au pouvoir. C'est la junte qui est illégitime. Ce sont les colonels qui ont pris le pouvoir et qui ont fait un double coup d'État depuis août 2020, qui est illégitime et qui refuse le suffrage universel, qui refuse la vérification démocratique et qui demande une durée de 5 ans pour assurer la transition et faire en sorte que les élections se déroulent dans la meilleure sécurité. Une déclaration qui avait aussitôt provoqué l'indignation du chef de la diplomatie malienne, interrogé sur France 24. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Les relations entre Bamako et Paris ne cessent de se dégrader depuis le coup d'État d'août 2020. Avec une inconnue, l'impact potentiel de cette escalade sur le déploiement militaire français dans le pays. On part tout de suite à Bamako retrouver Madi Ibrahim Kanté, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes sur le terrain, vous connaissez la politique malienne. Est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à un point de non-retour ou est-ce que le dialogue est encore possible ? D'abord, merci pour l'invitation. Alors, on ne peut pas dire qu'on est venu, on est arrivé déjà à un point de finale, mais plutôt toujours dans la relation internationale et notamment dans la diplomatie. On trouve toujours ces tons qui montent, qui continuent à monter jusqu'à arriver à un certain niveau pour qu'on puisse trouver des dialogues et essayer de discuter pour trouver une solution. Je pense actuellement la situation, la relation entre le Mali, et la France, oui, ça dégrade, ça continue à avoir des difficultés, mais je pense bien qu'il y aura une entente peut-être avec des reculs des deux côtés, chaque côté qui peut faire des replis et puis essayer d'aller sur la base des discussions, d'essayer d'éviter un peu au niveau des médias, parce que tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est des propos au niveau des médias, parce que comme vous connaissez déjà, par rapport à la diplomatie, ce n'est pas le média qui peut régler la situation, mais plutôt au niveau des différents ministères des Affaires étrangères qui peuvent essayer de discuter au niveau des États pour trouver une solution concernant la situation ou le crise diplomatique. Alors on l'a entendu dans le sujet il y a quelques instants, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait dénoncé jeudi les mesures irresponsables d'une junte illégitime au pouvoir à Bamako. Est-ce que c'est ce qui a mis le feu aux poudres et surtout comment ce genre de discours est perçu par les Maliens ? Ok, écoutez, je peux parler vraiment au niveau du Malien, mais plutôt même au niveau du continent africain, parce que nous, le continent, il y a certaines choses qu'on peut considérer comme quoi c'est des choses qui ne peuvent pas être acceptables au niveau culturel, environnemental, au niveau de nos sociétés. Alors, c'est ça qui est arrivé avec le ministre français des Affaires étrangères. Envers le Mali, les Maliens n'ont pas accepté. Ce n'est pas seulement au niveau du sommet du pouvoir, mais plutôt même si on regarde au niveau en bas, si on regarde au niveau de la population lambda, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est ces propos-là, depuis le début, c'était dénoncé au niveau de la population locale qui soutient toujours le pouvoir de la transition en cours actuellement. On trouve que ce n'est pas vraiment des propos qui peuvent être acceptés au niveau de la population, ni au niveau du pouvoir actuel au Mali. Comme transition. Alors, Jean-Yves Le Drian a également pointé du doigt Wagner, la société privée russe de mercenaires, et l'accuse de piller le Mali sans chercher, je cite, à remplacer les forces anti-djihadistes européennes. Est-ce qu'il dit vrai ? Que peut-on dire de cette présence de Wagner au Mali ? Les autorités n'ont, à ma connaissance, jamais confirmé cette présence de ces mercenaires russes sur le terrain, sur le sol malien.
Effectivement, depuis le début, le gouvernement malien a essayé de dénoncer ça depuis le début jusqu'à la dernière rencontre avec le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Il a dit clairement que jusqu'à aujourd'hui, le Mali entretient des relations avec la Russie en tant qu'État. Notamment, il a bien montré que la Russie, c'est un partenaire du Mali depuis l'indépendance du Mali. Il a vraiment bien dénoncé pour dire que Wagner n'est pas actuellement au Mali. Et Mali continue à avoir une relation bilatérale avec la Russie, notamment qui est en train d'aider le Mali au niveau de l'insécurité, d'essayer de revenir sur la question de sécurité au niveau du Mali. Alors je pense toujours au niveau de la France, oui, effectivement, on a eu encore ce qui concerne le Africom, le commandant d'Africom aussi qui a affirmé ça comme quoi Wagner est là. Vraiment, ce sont des questions qui est toujours là au niveau médiatique, qu'on n'a pas de preuves à montrer comme quoi, voici vraiment ça c'est le preuve qui montre comme quoi le Mali a signé l'accord avec Wagner et qui Wagner a été déjà déployé sur le terrain et pour essayer de montrer ça concrètement. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ces preuves-là, que ce soit au niveau de la France, même au niveau des Africom des États-Unis. Alors, est-ce que le Mali, finalement, n'est pas en train de devenir un terrain d'affrontement entre la Russie et l'Union européenne, avec la France à sa tête, dans un contexte international que l'on connaît? Je fais référence à la crise en Ukraine. Est-ce que le Mali n'est pas devenu, finalement, un moyen de pression sur la France par la Russie? Effectivement, c'est ça la vraie question, en fait. Moi, j'ai écrit sur ça depuis en 2016, quand je disais concurrence au Sahel. Alors, concurrence au Sahel, effectivement, parce qu'avec la situation qui se passe actuellement, la situation géopolitique, avec les différents changements qui existent actuellement dans le monde, qui est en train d'impacter sur le Sahel, pas seulement le Sahel, mais plutôt sur l'Afrique, le continent africain, qu'on voit notamment dans le pays francophone, qu'on voit actuellement, il y a beaucoup de changements. Alors, le puissance mondiale qui est en train de faire des concurrences au niveau de ces pays-là, chacun essaie de récupérer de son côté pour qu'il puisse essayer de continuer avec la nouvelle géopolitique qui a changé complètement la relation internationale qu'on est en train de voir actuellement. Alors, bien sûr, on peut dire que actuellement le cas du Mali est devenu le terrain de concurrence entre la Russie et la France. Alors, chaque partie a ses alliés derrière. Par exemple, quand on regarde la Russie c'est avec la Chine, avec l'Iran, avec la Turquie, et la France aussi, l'Europe qui est derrière la France, plus les États-Unis. Alors, on voit, le Mali est devenu le terrain de concurrence entre les puissances mondiales, notamment le pays était déjà dans la crise plus de 8 ans. Alors, il n'y a pas de solution. Je pense bien que le pouvoir malien est en train de regarder ces côtés-là. Quelle partie qui peut essayer de venir à secours au Mali pour sortir de la crise actuellement qui a fait chuter le régime de Ibeka. Merci beaucoup Madi Ibrahim Kanté pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Merci beaucoup. On part à présent à Madagascar. Un opposant politique et lanceur d'alerte de 47 ans, Maamandaf Maher Lant, a été condamné à une amende de 1 300 € et de la prison avec sursis pour avoir insulté le président et posté une publication sur Facebook jugée diffamatoire. Ces dernières années, les arrestations et poursuites contre des lanceurs d'alerte et opposants politiques se multiplient. On fait le point avec notre correspondante à Tenerife, Gaëlle Borgia. Je n'ai pas peur de toi, même si tu es le président de la République. Tu te crois supérieur à tout le monde, pourtant tu es un incapable. Ces publications émaillées d'insultes à l'encontre du président ont été postées par un franco-malgache de 47 ans, Maamandaf Maher Lant, un personnage bien connu du grand public, puisqu'il est commentateur télé, il se présente également comme un lanceur d'alerte et il est également le fils d'une figure politique historique de Madagascar, aujourd'hui décédée. Alors Maamandaf est très suivi sur les réseaux sociaux où il commente régulièrement l'actualité et il révèle de temps en temps des informations qui ne sont pas toujours vérifiées, ce qui lui vaut aujourd'hui une plainte de l'État. Alors tout est parti d'une simple publication. Il y a quelques jours, le président a inauguré en grande pompe un pont de secours. Le lendemain, Maamandaf écrit avoir entendu que le pont était déjà cassé et donc s'en est suivi des publications insultantes
insultante sur Facebook. 3 jours plus tard, à l'issue d'un procès express, eh bien, Manin Daf a été condamné à plusieurs peines, dont une amende de 1 300 € et de la prison avec sursis. Nous avons recueilli sa réaction à l'issue du verdict. Je n'insulterai plus le président de la République. Mais concernant les affaires de mon pays, notamment économiques et sociales, je n'arrêterai pas mes critiques. La liesse pour avoir échappé à la prison a été de courte durée. Manin Daf est de nouveau convoqué à la gendarmerie ce mardi. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la grève de la faim entamée par plus de 40 détenus politiques en Algérie. Elle a démarré il y a déjà plusieurs jours, une grève pour dénoncer les poursuites et les fausses accusations dont ils sont victimes et contre la prolongation abusive de leur détention provisoire selon leur avocat. Et au Maroc, le parquet a requis ce lundi en appel la peine maximale de 10 ans de prison ferme contre le journaliste Souleymane Raissouni, condamné en première instance à 5 ans de prison. L'éditorialiste d'Akhbar al-Yawm, connu pour son ton critique vis-à-vis des autorités, a été accusé d'agression sexuelle par un jeune militant LGBT, une accusation qu'il conteste. Le Parlement libyen a annoncé lundi son intention de désigner un nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement intérimaire, une nomination susceptible d'exacerber les luttes de pouvoir. Pour rappel, le gouvernement intérimaire mis en place il y a 1 an sous l'égide de l'ONU pour organiser un double scrutin présidentiel et parlementaire le 24 décembre a échoué. La frontière entre le Rwanda et l'Ouganda est de nouveau ouverte après 3 ans de fermeture. Tout n'est pas encore réglé entre les deux pays, mais cette ouverture était très attendue. Elle permet aux camions d'acheminer les marchandises, surtout vers le Rwanda. Shirley Sidbon. Il pleut et il fait nuit. Mais après une minutieuse vérification de leurs papiers, les camions peuvent enfin franchir ce poste frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Cela fait presque 3 ans que ce point de passage est fermé. Alors chauffeurs et habitants sont soulagés. Tout va bien. Nous remercions le Seigneur pour la réouverture de la frontière. C'est vraiment bien qu'elle ait été rouverte et nous en sommes heureux. On perdait beaucoup d'argent car on ne pouvait pas passer la frontière. Parfois, quand on voulait acheter quelque chose, on devait le faire via nos portables. Et parfois, les commandes ne correspondaient pas à nos attentes. Maintenant, nous sommes heureux que le problème ait été résolu. Tous les problèmes ne sont pas résolus. Les différends qui ont amené à la fermeture de la frontière sont en cours de discussion. Le Rwanda accuse l'Ouganda notamment de laisser agir des rebelles hostiles au président Paul Kagame. L'Ouganda, lui, accuse son voisin d'espionnage. Mais cette frontière est cruciale. C'est par elle que passent les marchandises arrivées du port de Mombasa au Kenya et qui sont acheminées dans toute la région jusqu'à la République démocratique du Congo. La réouverture de la frontière est un grand pas en avant, même si tous les voyageurs ne peuvent pas encore la traverser en raison des protocoles Covid en cours de mise en place, selon Kigali. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.